Durablement Vôtre, l'entretien quotidien avec des femmes et des hommes de Lorraine et d'ailleurs, engagés dans une démarche de développement durable dans la sphère écologique, économique ou sociale. Lorsque parfois leur action se situe à l'intersection des trois sphères, elle ou il nous ouvre alors la voie d'un autre monde possible, vivant, viable et vivable. Durablement Vôtre, en partenariat avec les radios associatives de Lorraine. En matière d'aide humanitaire, comme dans d'innombrables autres domaines, les associations de bénévoles pallient aux carences des pouvoirs publics. De fait, si la portée concrète de leur action est à la hauteur de leurs petits moyens, elles apportent aussi et surtout du lien, de la chaleur humaine et une présence. Nous sommes à Metz, en Moselle, au local du comité d'aide humanitaire au peuple syrien. Aujourd'hui, c'est jour de préparation des colis. Éric Mutschler, Durablement Vôtre. Dominique Cambianica, bonjour. Bonjour. Dominique Cambianica, vous êtes la présidente du comité d'aide humanitaire au peuple syrien. Le petit nom habituel, c'est le ComSyr, et on est ici dans votre local. Vous êtes en plein préparatif. Oui, bienvenue dans notre local de stockage. En fait, c'est ici que nous engrangeons toutes les collectes qui nous sont adressées. Et aujourd'hui, nous mettons en caisse pour un départ vers la Syrie de matériel médical notamment. D'où la présence de nombreux bénévoles. Qu'est-ce que vous êtes en train d'emballer ici ? En fait, on emballe ce qu'on appelle du consommable médical. Donc, ça peut être des combinaisons et des vêtements spécialisés pour le personnel infirmier, chirurgien, médecin. Ça peut être des pansements, des attelles, des cannes anglaises, des fauteuils roulants, des déambulateurs et tout matériel qui est utilisé dans un hôpital. On va essayer de se trouver un petit coin un peu plus calme pour laisser travailler tous les bénévoles qui sont ici dans ce local. Dominique Cambianica, l'objet même de l'association est dans son titre. Cette association a été fondée à quel moment ? Elle a été fondée en octobre 2012. Lorsque les répressions contre les manifestations en Syrie ont pris une ampleur extrêmement importante et qu'il est venu dans l'information le fait que les manifestants étaient abattus dans la rue et le système médical particulièrement visé. Et sur la base de quelle initiative, très concrètement, racontez-nous la genèse de ces associations. On comprend le contexte, mais d'abord, est-ce que vous intervenez partout aujourd'hui en Syrie ? Et sinon, pourquoi choisir certains endroits et comment vous procédez ? Alors, le point de départ, c'est une émission de France Culture, en fait, où des médecins syriens sont venus témoigner que leurs collègues étaient assassinés en Syrie pour peu qu'ils portent secours aux manifestants blessés dans les manifestations. C'était quelque chose de très révoltant et très surprenant pour moi qu'on puisse s'attaquer au personnel médical. C'est quand même quelque chose qui ne se fait pas habituellement. Donc j'ai été interpellée par cette émission et je n'ai pas été la seule. Et sur Metz, le professeur Pitti a lancé un appel pour aller à l'aide du personnel médical en Syrie. Donc ça a été le point de départ. Mais très rapidement, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas que les médecins qui avaient besoin d'aide, il y avait toute la population qui était maintenue à l'écart de toute l'aide humanitaire, en fait. Donc, on a lancé cette association avec ce double but, venir en aide au personnel médical d'une part et venir en aide à la population civile d'autre part. Aujourd'hui, l'association, le comité d'aide, association 1908, nous sommes en Moselle, donc association de droit local, le comité d'aide humanitaire au peuple syrien, Dominique Cambianica, que vous présentez, ça représente combien d'adhérents, de bénévoles, combien de personnes participent ici à Metz à cette action ? Alors nous avons un comité de direction qui, selon le droit local, comporte 7 personnes et nous avons un fichier d'à peu près 250 bénévoles qui travaillent soit très régulièrement, soit ponctuellement sur des opérations que nous lançons. Comme aujourd'hui, avec la préparation de ces nombreux colis. Que représente Dominique Cambianica ? Alors évidemment, c'est un peu peut-être abrupt comme question, mais quels sont vos moyens d'intervention, aussi bien sans doute financiers, mais aussi peut-être en nature ?
Alors nous avons deux types d'actions aujourd'hui parce que comme nous existons depuis 2012 et que la situation a évolué, notre travail aussi a évolué. Donc aujourd'hui, nous n'envoyons pratiquement plus d'aide matérielle en Syrie. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est une opération de clôture de cette aide puisque nous emballons tout ce qui nous reste de nos collectes et nous le transférons en Syrie avec le partenariat d'une association de Strasbourg qui s'appelle Alsace-Syrie, qui, elle, continue à faire des envois. Nous ne le faisons plus. Pour quelle raison ? Parce que ça demande une énergie considérable, beaucoup de temps, beaucoup de travail pour récolter, d'une part, et d'autre part, ça demande un budget à chaque container de 73 mètres cubes, 5 à 6 000 euros. Donc pour nous, qui sommes une petite association, ce n'est pas une action que nous considérons comme pertinente. Donc nous préférons envoyer des fonds via des personnes fiables et nous avons un traçage total jusqu'à l'aide qui arrive effectivement de manière matérielle aux populations civiles. Et nous préférons d'autre part aider les Syriens réfugiés à Metz et dans les environs. Qui sont une population importante, Dominique Kambianica ? Non, ils ne sont pas très importants si l'on veut, puisqu'ils sont à peu près 130 à Metz. Donc c'est une population assez faible, mais il y a un courant permanent de personnes. Il y a une dizaine de familles qui arrivent par an. Elles sont dans le plus grand dénuement. Elles transitent par des camps de réfugiés en Grèce. Ça fait partie du dispositif de l'Union européenne de répartition des réfugiés et des camps de réfugiés sur les pays européens. Donc la France prend sa part et Metz sa petite part. Donc une dizaine de familles par an que nous suivons, que nous accompagnons pour les aider à s'intégrer et pour essayer de refaire leur vie ici. Dominique Kambianica, le comité d'aide humanitaire au peuple syrien ici à Metz et puis vos 120 bénévoles, en tout cas personnes qui vous aident. Est-ce qu'il n'y a pas quelquefois un sentiment forcément d'impuissance, notamment à l'égard des pouvoirs publics dont ce devrait être la mission ? Est-ce que vous ne suppléez pas finalement la carence des pouvoirs publics ? On supplée, oui, c'est vrai, comme tout citoyen qui s'engage dans une action humanitaire, au même titre que beaucoup d'autres associations, puisqu'à Metz, il y a un réseau solidarité, c'est-à-dire qu'une fédération de toutes les associations humanitaires, avec lesquelles d'ailleurs nous travaillons, puisque cet après-midi, nous allons emballer du matériel médical, mais nous allons aussi emballer des vêtements, des éléments de périculture, etc. Ça partira pas en Syrie, mais ça partira dans le réseau solidarité de Metz. Mais c'est vrai que la situation de prise en charge totale par l'État n'est pas du tout à l'ordre du jour. Je suis toujours très étonné et admiratif des personnes comme vous, Dominique Kambianica, qui vous engagez dans l'aide humanitaire. En même temps, elle est tellement vaste, tellement infinie, que ça doit être en même temps frustrant de se dire je me concentre sur une toute petite partie de la population du monde. Ah oui, c'est très frustrant. C'est très frustrant quand on fait une opération comme celle qu'on a fait en décembre, par exemple, avec nos correspondants dans la région d'Alep qui travaillent auprès des populations déplacées. Nous avons envoyé 2 citernes d'eau potable. 2 citernes d'eau potable, c'est absolument dérisoire. Mais il n'empêche qu'il faut le faire. Est-ce que vous êtes en capacité de mesurer, Dominique Kambianica, la portée de l'aide, fut-elle dérisoire, comme vous le dites, on n'est pas obligé de vous croire, en tout cas dans l'aspect dérisoire. Est-ce que vous êtes en capacité de mesurer votre impact ? On le mesure par les retours qu'on a. Notre opération est dérisoire, mais elle est symbolique et au titre du symbole, elle est extrêmement importante. Ce que les Syriens d'Alep et des environs que nous connaissons depuis 2012 nous disent, si vous nous oubliez, nous mourrons 2 fois. Donc on essaie de ne pas les oublier, on essaie de faire vivre la charte d'amitié qui a été signée en 2013 entre la ville de Metz et le maire d'Alep de l'époque qui a été démocratiquement élu après que les institutions gouvernementales d'Assad se soient retirées de la région d'Alep.
Nous essayons de faire vivre cette charte. Tous les ans, nous fêtons l'anniversaire et tous les ans, nous essayons de faire en sorte qu'on parle des Syriens, de la Syrie, de leur situation actuelle, de leur histoire et de la culture très très importante qu'ils portent. Est-ce que c'est aussi une façon de rappeler la situation du peuple syrien précisément au pouvoir public ? Oui, c'est une façon de la rappeler. D'ailleurs, nous la rappelons autant que nous pouvons. En mars dernier, nous avons fait venir un journaliste syrien qui est le fondateur de la première agence de presse libre en Syrie. Il a fait une conférence, il a expliqué la situation. Ce travail d'information fait aussi partie de notre mission. Dominique Kambianica, vous avez cité tout à l'heure l'association Alsace-Syrie. Est-ce qu'il y a, comme vous, d'autres structures qui œuvrent pour le peuple syrien ? Oui, il y a beaucoup d'autres structures, mais j'aimerais parler de l'UOSSM, qui est l'Union des services médicaux syriens, qui a été créée par les médecins syriens en exil. Et c'est vers cette structure que nous nous sommes tournés pour l'aide médicale. Et en fait, ça nous a permis, nous, de nous consacrer à d'autres aides, puisque l'aide médicale, c'est quelque chose de grande ampleur et que l'UOSSM est maintenant une ONG avec d'autres moyens que ceux que nous pourrions mettre en œuvre. Responsable des mots qui nous accablent, nous allons vers le pire, l'apocalypse vient, cessons de nous mentir, ouvrons enfin les yeux, nos yeux couverts d'écailles, sous des paupières de plomb. Dans l'église déserdée, on se hait. Qui est donc responsable des mots qui nous accablent dans nos villes détestables? L'hydrogène sulfuré a chassé l'air des rues et la peur est palpable. Nos apprentis sorciers atomisent en secret. Pendant ce temps-là, nos médias nous distillent à longueur d'antenne les sales gueules imbéciles et les propos creux de nos dirigeants, gloire aux plus menteurs, gloire aux charlatans. Qui est donc responsable des mots qui nous accablent? Le quotidien s'écale en 100 000 grisages. Le quotidien se charge de désirs réprimés, et puis tous ces amours, on ne vivra jamais. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Pendant ce temps-là, les années vont tracer le sillon des rides sur nos visages défaits. Le vieil enfant s'endort, espérant que demain, quelque chose ou quelqu'un qui est non responsable des mots qui nous accablent. Les coupables, bien sûr, ce sont toujours les autres, mais surtout jamais nous, pauvres larves impuissants. Quand allons-nous cesser d'être témoins de tout? Nous sommes toujours au local du comité d'aide humanitaire au peuple syrien, ici à Nancy, avec vous, Dominique
Kambianica, vous êtes la présidente du COMCIR, petit nom pour ce comité d'aide. En plein travaux aujourd'hui de préparation de colis au départ de la Syrie. Et puis, vous le disiez, une bonne centaine de Syriens ici aujourd'hui à Metz, dont Nazem. Oui, Nazem est un Syrien qui a été à l'origine du comité syrien. Il a été notre premier correspondant avec les liens que nous avions à Alep. Il est aussi celui qui a assuré la logistique des premiers convois. Alors, en préparant ce reportage, Dominique Kambianica, je vous demandais si nous pouvions citer le nom de famille de Nazem, et vous m'avez apporté un éclairage intéressant. Ouais, je ne sais pas si c'est un éclairage très pertinent, mais ce que je sais, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de noms de famille en Syrie. Il y a en gros une dizaine de noms et que beaucoup de personnes s'appellent du même nom. Du même nom. Alors, on va profiter bien sûr de la présence ici au comité d'aide humanitaire au peuple syrien de vous, Nazem. Bonjour. Bonjour. Nazem, Dominique Kambianica vient de nous expliquer que vous êtes aussi à l'origine de ce mouvement. Est-ce que vous pouvez nous raconter en quelques minutes votre parcours? Voilà, je m'appelle Al-Mansour Nazem. Je suis ici en France depuis 1991. J'étais étudiant à Longwy et après je restais ici, disons j'ai fait ma vie à Longwy. Et donc j'ai une famille ici et j'étais commerçant, donc j'ai fait la commerce, j'avais un magasin et tout. Et quand ça a commencé, les événements en Syrie, la révolution, le printemps arabe, voilà, j'étais vraiment mobilisé pour au moins faire quelque chose pour aider ma famille ou le peuple syrien entier. Mais je commence par ma famille. Et je pensais, ou j'avais un rêve d'avoir un changement, vraiment un changement. Tous les Syriens ont rêvé d'un changement. Et un changement de quel ordre? Le changement dans le meilleur. Ça veut dire avoir un peu plus de liberté, moins de pression, qu'au moins on a tout ce qu'il faut pour être comme les pays européens. Et voilà, il ne faut pas vraiment la corruption, tout ça, il faut dépasser tout ça. Voilà, il faut être, comme on dit, d'une sorte, avoir une vie normale. C'est beaucoup pour moi, pour ma famille et pour tous les peuples syriens. Et c'était un début d'un rêve que malheureusement est transformé en cauchemar. Là, en Syrie, quand ça a commencé la révolution là-bas, ma ville, elle était parmi des premières villes qu'il a révolté, c'est Rastan. Et le problème, le régime, il a repris, disons, il a utilisé la force. Alors, ça fait toute ma famille là-bas. Ils sont partis vers Alep. Et après, voilà, la ville est devenue un cauchemar. Voilà la situation, tout le monde la connaît ici, je ne vais pas raconter. Mais j'avais toujours un lien avec ma famille en Syrie. D'accord. D'où l'intention de créer ce comité. Alors, ma famille, qu'ils étaient en Syrie, ils étaient dans une ville qui était bombardée au début de l'année 1991. Ça veut dire quand la révolution a commencé. Donc, au mois de juin. Il a commencé au mois de mars et la ville était bombardée au mois de juin. Et voilà, donc ma famille, ils ont fui vers Alep parce que c'était une ville sûre, voilà. Et après Alep, elle était bombardée aussi et tout ça. Il y a une partie de ma famille qui sont venus ici en France. Il y a une partie qui sont restés en Turquie. Mais je dis, moi je suis un franco-syrien parce que j'ai la nationalité depuis 1996. Et ma famille, je disais, ils étaient obligés à quitter le pays. Comment vit aujourd'hui votre famille en exil? Ici, c'est un problème. Ils ont toujours nostalgie vers la Syrie. Chaque fois qu'on parle, chaque jour, voilà, les enfants, les petits, on était comme ça. Toujours, ils parlent de la Syrie. La Syrie, c'est le pays, il le manque. Et les enfants, ils arrivent à s'adapter parce qu'ils vont à l'école et ils essayent de faire leur avenir ici, mais toujours... ils ont envie de retourner en Syrie.
les frères, ma famille, les grands, ils sont un peu... c'est la nostalgie. Et tous, comment dire, ils espèrent un jour qu'il y aura un fin. Et nous, de notre côté, comme soit moi et mes frères ici, on essaye de nous rendre utile, de faire des gestes, voilà, comme ce qu'on fait maintenant. Alors, justement, qu'est-ce qu'apporte une association comme le Comité d'aide humanitaire au peuple syrien on a entendu tout à l'heure, on la retrouvera tout à l'heure, Dominique Kambianica. Elle exprime aussi que, évidemment, c'est une aide malgré tout très légère, très sommaire, mais il y a aussi une dimension symbolique à cette aide. Déjà parce que moi je faisais la coordination après entre la ville de Metz et Alep. Donc il y avait quand même un soutien. Le soutien là, les Syriens l'appréciaient beaucoup, surtout que normalement notre association, bien entendu, c'était un goutte d'eau pour au moins déjà ils étaient eux tout contents d'avoir des gens, ils savent qu'ils les soutiennent. Ça veut dire on ne va pas dire qu'on portait beaucoup, mais rien qu'on les soutient et qu'on pense à eux, ça leur faisait plaisir trop. En plus, les médicaments là qu'on a portés vers là-haut, le lait de bébé, vous voyez pas. Moi, en 2013, j'étais allé avec un convoi jusqu'à là-bas et le plaisir des personnes quand ils ont vu, bien entendu, c'était que des civils, je disais, et quand ils prenaient les médicaments et tout ça, ça soulage. Les lits médicaux, tout ce qui est notre aide, vraiment, ça... C'est important. Exactement. C'est important. Ouais. Comment vivent aujourd'hui les... Dominique Kambianica parlait de à peu près 120 personnes, les Syriens sur Metz, en Lorraine. Je ne sais pas si le chiffre valait pour uniquement Metz ou sur la Lorraine. Oui. Est-ce que comment vivent aujourd'hui ces personnes qui sont en situation de réfugiés? Les personnes ici, déjà, c'est bien entendu, à ma connaissance, toutes les personnes qui sont là, et ils ont une nostalgie vers leur pays. Hein. Et je sens qu'ils sont en obligation d'être ici. Et quand il y a une association qui les tient la main et qui les aide, vraiment, ils sont contents. Comment voyez-vous, alors bien sûr, on ne va pas aborder la question d'un point de vue très général, mais comment voyez-vous la suite des événements en Syrie, Nazem? J'espère un jour qu'il y aura un fin qui est de paix, que les gens ils arriveront au moins à revenir chez eux et refaire leur vie normale. Parce que là, après, ma famille et les amis et même les réfugiés qui sont ici, tous, ils ont le corps, disons, le corps, il est ici, mais le cœur, il est là-bas. Et surtout, c'est voir la tragédie qui se passe chaque jour. Voilà, je pense un jour, et quand même, il y aura un fin. Et j'espère que la fin là, elle sera vraiment heureuse, quoi. Alors évidemment, c'est un souhait, mais très concrètement, aujourd'hui, compte tenu des forces en présence, de la situation, vous voyez plutôt une solution à court, moyen, long terme? Je pense que ça va prendre encore de temps. Parce que le problème, ce qu'il n'a pas compris le régime, et même l'opposition, quelque chose, il n'y a pas de vainqueur. On est tous des perdants. Et pendant les guerres. Hein. Exactement. Il y a beaucoup, et c'est toujours les civils qui payent, comment dire, la facture, quoi, en quelque sorte. Et le problème, la population en tout, elle souffre. Il y a beaucoup de gens qui sont assiégés et tout. Et dès qu'il y a le régime, quand il prend comment on dit, libère des villes, entre parenthèses, quand il les récupère, c'est vraiment revenir dans la corruption. C'est pas la solution. Voilà, c'est ça. Je disais, moi, j'espère un jour qu'il y aura un compromis, que tout le monde sera d'accord sur vivre en paix et que la Syrie reprend. Mais sans Assad, hein. Je disais, sans lui. On a bien compris. Voilà. La
أصل أنا لما بكون متشافة بتوتر، أصل أنا خوافة في حضنك احميني، في حضنك احميني. ممكن تخليني في حضنك، محتاجة إن أسمع صوت قلبك نبضه بيحييني، نبضه بيحييني. أصل أنا لما بكون متشافة بتوتر، أصل أنا خوافة في حضنك احميني، في حضنك احميني. والساعة اللي بعيشها في قربك 60 دقيقة حياة، والوقت الضايع طول بعدك من عمر أنا مش حاسباه. الساعة اللي بعيشها في قربك 60 دقيقة حياة، والوقت الضايع طول بعدك من عمر أنا مش حاسباه. في ناس يوميا بقابلها مضطرة إن أضحك وأجاملها، وفي أول فرصة أسرق نفسي وآخد نفسي. أما ممكن تخليني في حضنك، محتاجة إن أسمع صوت قلبك نبضه بيحييني، نبضه Durablement vôtre, Éric Mutschler. Nous sommes toujours au comité d'aide humanitaire au peuple syrien, ici à Metz. Cette fois avec vous, Anne-Noël Quillot, vous êtes une des bénévoles de cette association, des fonctions, à part ça, à part être entre guillemets, entre beaucoup de guillemets, simple bénévole. Oui, une fonction hautement importante. Je suis le bras droit de la présidente. Très bien. Alors donc on quand appelle elle ça n'est pas comment? là, je suis vice-présidente, et quand elle n'est pas là, je supplée. Qu'est-ce qui vous a amené à être membre et à vous investir à ce point dans ce comité d'aide humanitaire au peuple syrien, Anne-Noël Quillot? Je suis engagée dans la vie militante et associative depuis que j'ai 20 ans. Donc des causes qui donnent envie qu'on s'y engage, il y en a beaucoup. Faut même faire des choix. J'ai souvent du mal à faire les choix. Donc là, je connaissais Dominique, la présidente. J'étais assez engagée dans la vie messine humanitaire. Et comme il y avait besoin de monde pour que le comité syrien puisse déjà fonctionner au niveau administratif et puis au niveau des actions, bah, voilà, on m'a dit, est-ce que tu veux? Oui, j'ai dit, je viens. J'ai cru comprendre que vous avez également des fonctions électives municipales. J'ai eu pendant un mandat. Et effectivement, ce mandat m'a permis de me trouver en contact peut-être avec des personnes ou des initiatives que je n'aurais pas rencontrées si je n'avais pas été en tant qu'élu au contact de beaucoup d'initiatives. Et le moteur de votre engagement, que ce soit dans la vie publique de la cité ou comme ici au comité d'aide humanitaire au peuple syrien, quel est le ressort? C'est un besoin de s'engager, de prendre part à la vie de la cité. On est tellement à contre-courant de la tendance habituelle. Oui, alors j'allais dire, ça peut même paraître peut-être un peu ridicule, mais j'ai commencé quand j'avais 30 ans dans la vie associative, puisque je suis rentrée dans le travail social. J'ai
J'ai été dans le travail social toute ma vie, donc je me suis occupée de familles en difficulté toute ma vie, avec des prolongements extra-professionnels. Et quand je suis arrivée à la retraite, je me suis trouvée immédiatement conseillère municipale. Et en même temps, du coup, j'en ai profité pour m'engager dans des mouvements où je n'avais pas eu le temps d'aller. Donc voilà, le COMCIR, lui, a existé depuis 2011, mais avant, j'étais déjà dans d'autres mouvements. Donc c'est vraiment, oui, ça fait partie de ma vie. J'aime être utile. Voilà. Ma vie à moi ne me suffit pas. Et comment vous jugez l'attitude de nos... Vous estimez, vous évaluez, on va dire, l'attitude de nos concitoyens à Noël Quillot par rapport à leur peut-être non-engagement, à savoir que on préfère peut-être la télé et le foot, même si on n'a pas forcément quelque chose Et contre Internet le foot. et Facebook. Et, Voilà, plutôt que l'engagement associatif. Enfin bon, je ne le juge pas. C'est vrai que la génération à laquelle j'appartiens, c'est la génération qui a... Bon, moi j'avais 18 ans en 68, donc c'est une génération qui s'est beaucoup engagée, J'attendais cette référence. qui a été très dynamique. Je suis sûre que Charlie dira peut-être la même chose. Charlie, qu'on entendra T'as quel tout à âge, l'heure. Charlie? Et donc, voilà, en 68, je suis tombée dans le milieu 68 art. J'ai quand même passé mon bac, mais je l'ai eu avec mention passable. Donc vraiment, c'était pas un joli bac. J'ai rien fait cette année-là. Et après, c'est vrai que pour moi, 68 a été un déclencheur. J'étais dans une famille où on était quand même assis sur son petit fonctionnement familial, et j'ai plus ou moins aussi quitté ma famille. Enfin voilà. Donc, je ne sais plus trop quelle était votre question. Oui, aujourd'hui. Alors, la société d'aujourd'hui, c'est vrai que je pense qu'ils ne vivent pas du tout de la même façon que nous. Moi, j'ai un fils qui a 37 ans, qui n'a pas le temps de s'engager parce qu'il a une vie professionnelle intense. Je pense que les vies professionnelles aujourd'hui sont beaucoup plus intenses parce qu'il y a justement ces systèmes où ils sont toujours branchés au boulot finalement. Et les enfants, voilà, faut les emmener à droite à gauche. Je pense que la vie est devenue beaucoup plus compliquée et que on n'est pas au même rythme qu'on était nous. Et c'est peut-être pour ça que c'est notre génération qui, pour l'instant, est encore présente, alors qu'on voudrait bien quand même avoir une relève. Après, il faut que notre génération, et elle ne l'a pas fait à un moment, accepte justement de laisser la place. Et je pense que là, il y a un trou. La génération des 40 ans, on leur a peut-être pas laissé assez de place dans les instances dirigeantes. Et la génération des 20 ans, eux, c'est des militants. Ils militent beaucoup, mais différemment. Ils militent, Est-ce que vous avez le sentiment, à Noël Quillot, que l'engagement associatif change le monde? Ah oui, sinon je ne serais pas là. C'est vrai, c'est Merci. mon ambition, même si je suis sûre que je ne suis qu'une petite goutte d'eau dans la mer, mais il faut plein de gouttes. C'est ce que dit Pierre Rabhi avec son histoire du colibri. Absolument, Merci, on n'a Anne pas le Quillot. temps On va entendre- d'aller là-dessus, oui. On va justement entendre cette fois-ci le témoignage de Charles Bess. Vous êtes vous aussi bénévole engagé ici au comité d'aide humanitaire au peuple syrien à Metz. Charles ou Charlie, puisque Charlie, c'est tout très le monde bien. vous connaît avec ce prénom-là. Est-ce que vous partagez le propos de Anne-Noël Quillot, et est-ce que ce sont les mêmes motivations qui vous ont amené ici travailler au profit ou au bénéfice ou en aide en tout cas au peuple syrien? Moi, je n'avais que 16 ans en 68, je suis un petit. Je suis un militant occasionnel. Je suis venu ici parce qu'on avait fait appel à moi. Et ça me fait très, très plaisir d'être ici. Autrement, je suis un militant cracheur de subventions et je viens au repas. Mais c'est la première fois que je viens ici pour donner un coup de main à l'association. Un militant cracheur de subventions, ça veut dire quoi? On est sollicité un peu de toutes parts pour donner des sous. Puis on en donne facilement aux gens qui en ont besoin. Comment vous faites le choix, le tri? Est-ce qu'on est encore dans un dispositif caritatif, ou est-ce qu'il faudrait changer la marche du monde et les institutions pour que tout ça fonctionne indépendamment de l'aide? Anne-Noël parlait des petites gouttes. Oui, effectivement, on est des petites gouttes. Moi, je vois dans mon travail, je fais des marionnettes, c'est tout simple, depuis une vingtaine d'années, et je récupère régulièrement des habits, des jouets. Ils vont à Caritas, ils vont un peu partout, et je sers un peu de relais dans mon quartier pour redistribuer du matériel. Et ça me fait plaisir d'être ici, de l'emporter, de l'emballer pour qu'il soit emporté en Syrie. Mais je me rappelle un certain nombre de choses. Ma mère est décédée il y a 2 ans
Et la dernière année, elle m'a raconté des choses qui s'étaient passées pendant la guerre et qui me touchent beaucoup. Pendant la guerre, mon grand-père était concierge au Récollet et elle allait régulièrement avec sœur Hélène au fort de Queuleux. Elle ne savait pas trop ce qui se passait, elle ne savait pas trop ce que sœur Hélène faisait. Sœur Hélène emportait des colis, allait donner de la nourriture pour les prisonniers qui étaient au fort de Queuleux. Et ça, c'est un souvenir familial qui m'a beaucoup touché et qui mérite un engagement par la suite, par rapport à la guerre, par exemple, Bien sûr. qui est une abomination. Mais pour autant, est-ce qu'aujourd'hui, il est normal qu'en 2018, un pays comme la France repose encore, enfin, fasse appel en grande partie au milieu associatif, aux bénévoles. On l'a entendu tout à l'heure dans la bouche de Dominique Cambianica, pour suppléer en fait à une forme de carence des pouvoirs publics. Mais si les bénévoles ne sont pas là, qui est là ? C'est la question que je pose. Voilà, c'est important que dans notre quotidien, et puis occasionnellement dans des circonstances graves, importantes, toute la population soit là, pas seulement les institutions. On n'a pas à se reposer sur les institutions pour faire des choses bonnes. Pour autant, Charles Bress, est-ce que aujourd'hui, sur Metz, en Lorraine, en région Grand Est, la question du peuple syrien vous semble audible, entendable et entendue ? Mais je crois qu'il y a des gens qui le font entendre. C'est ça qui est important. Je suis venu au repas au départ parce que des copains m'y ont entraîné et puis j'ai trouvé que c'était bien. Voilà, l'entraînement, il se fait aussi par les relations, par le groupe qu'on a dans son entourage, qui nous entraîne vers ces choses-là. Est-ce que vous-même, vous continuez à faire ce travail d'essaimage auprès de votre cercle d'amis, de connaissances ? Oui, j'ai un exemple. Aux petites vacances, j'offre toujours un stage d'une semaine à des enfants qui sont à RESF, au réseau Éducation sans frontières. Donc c'est des gens qui sont pris en charge par une autre association et je les prends le matin, l'après-midi et je leur offre un repas à midi. Voilà, c'est une petite goutte aussi, mais c'est une petite goutte importante pour établir des liens entre la population française et puis les gens qui sont parmi nous et qui ont besoin de nous aussi. Merci Charlie. Merci de m'avoir entendu. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. Partout autour de nous, il y a des signes d'espoir dans les regards. Donnons-leur écrit, car dans la nuit tout s'efface. Même leurs traces. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. On écrit sur les murs la force de nos rêves, nos espoirs en forme de graffiti. On écrit sur les murs pour que l'amour se lève un beau jour sur le monde endormi. Des mots seulement gravés pour ne pas oublier, pour tout changer. Mélangeons demain dans un refrain nos visages. Métissage. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. On écrit sur les murs la force de nos rêves, nos espoirs en forme de graffiti. On écrit sur les murs pour que l'amour se lève un beau jour sur le monde endormi. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos
dessine tout ce que l'on voudrait dire. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. On écrit sur les murs la force de nos Durablement vôtre, Éric Mutschler. formes de gravity. On écrit sur les murs pour que l'amour se lève. Un beau jour sur le monde endormi. Un beau jour sur le monde endormi. Dominique Cambianica, qu'est-ce qui vous a amené à prendre la présidence, ou peut-être à accepter, c'est souvent le cas d'ailleurs, à accepter la présidence du comité d'aide humanitaire au peuple syrien? J'ai pris la présidence, disons, par commodité administrative, parce qu'il faut un président dans la structure. C'est la loi qui nous la pose, mais en réalité, moi, je me considère comme un peu le chef d'équipe, la secrétaire générale, celle qui fait les paperasses et tout ce qui n'est pas forcément agréable à faire, mais qu'il faut faire quand même. Et voilà, je suis un membre du conseil d'administration. Vous êtes aujourd'hui en retraite, on peut le dire? Oui, je suis en retraite oui, depuis 2 ans. Quel a été votre parcours professionnel? Est-ce qu'il y a un lien avec votre activité bénévole aujourd'hui, Dominique Cambianica? Non, il n'y a absolument aucun lien. Moi, je suis documentaliste. J'ai travaillé tour à tour dans l'industrie et dans l'enseignement, en fonction des mutations de mon conjoint, qui m'a obligée à rebondir régulièrement tous les 4-5 ans à peu près. Voilà, donc il n'y a pas de lien, c'est simplement un engagement auprès d'une cause qui me paraît indispensable à investir. Est-ce que vous seriez engagé dans une autre cause que, en l'occurrence, l'aide au peuple syrien? Est-ce qu'il y a un gène du bénévolat ou du bénévole? Je ne sais pas, je pense que c'est une question profonde de se sentir redevable quand on a soi-même été privilégié, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu dans sa vie de drame particulier, donc forcément on peut essayer ceux qui sont soumis à ces épreuves-là. En même temps, vous auriez aussi pu vous dire, finalement, je n'ai pas eu de drame dans ma vie, donc voilà, je me laisse porter. Vous, c'est une démarche différente. Au contraire, c'est peut-être ce qui vous a amené ou ce qui vous impose une forme de restitution. Oui, c'est une forme de restitution, c'est une forme de fraternité, de solidarité, voilà, que je trouve naturelle en fait. Je ne vois pas d'effort particulier de ma part dans cet engagement, sinon le temps que j'y passe. Et pourtant, on sait bien qu'aujourd'hui, les associations, quelles qu'elles soient, peinent aussi souvent à trouver des bénévoles. Oui, c'est vrai, c'est peut-être dû à l'évolution de la façon de s'investir. Autrefois, on entrait dans une association, on prenait sa cotisation, on avait sa carte, ça avait un côté comme ça un petit peu administratif. Aujourd'hui, les gens vont plutôt s'engager au coup par coup sur une action, puis après, ils vont aller vers d'autres choses. Donc, je crois qu'il faut s'adapter aussi à ça du côté des associations, comme du côté des bénévoles. Quand on a envie de faire quelque chose, on le fait. On va toujours trouver une structure pour le faire. Et quand on est du côté des conseils d'administration, d'associations, il faut prendre les gens quand ils viennent et puis essayer d'instaurer des liens à travers des rencontres ou à travers autre chose de peut-être plus convivial. C'est l'association Libérée. Voilà, l'association Libérée. Voilà, exactement. Alors, j'entends bien votre discours, Dominique Cambianica. En même temps, est-ce que cette manière de faire un peu peut-être volatile, est-ce que ce n'est pas aussi un frein à une action stratégique, réfléchie, efficace, optimisée? Moi, je ne l'ai pas ressenti comme ça. Je le vis à travers 2 associations, parce que je suis aussi présidente d'une autre association qui œuvre au Togo auprès d'un centre de réinsertion de jeunes filles à la rue. C'est la même chose. La population vieillissante des bénévoles à l'ancienne mode est là, mais la mère se retire de ce côté-là et arrivent de nouvelles personnes qui spontanément vont aider, mais il n'y a pas ce cheminement organisé qu'il y avait autrefois. Je découvre votre second engagement.
Les deux portent essentiellement sur l'humain, sur le social. Vous auriez pu vous engager, je ne sais pas, pour la cause animale ou pour la protection du patrimoine architectural de Metz. Ce n'est pas votre cas, Dominique Kambianica. Non, c'est pas que ça m'intéresse pas, mais on peut pas être partout. Déjà, je suis bien prise au niveau de mon emploi du temps. Mais bon, moi, je pense que l'humain, c'est quand même notre raison de vivre, hein. L'invité de Durablement Vôtre, coup de gueule ou coup de cœur? Dominique Kambianica, quand on est comme vous, présidente du comité d'aide humanitaire au peuple syrien et évidemment dans le contexte actuel, plutôt coup de cœur, plutôt coup de gueule? Ben, plutôt coup de gueule quand même, parce que beaucoup de choses vont plutôt pas trop mal pour les familles syriennes que nous accueillons. Nous arrivons à les accompagner, nous avons ici des associations qui nous aident, mais quand même coup de gueule, parce qu'il y a des absurdités invraisemblables. Par exemple, des gens qui passent d'un hébergement en foyer à un logement social sans meubles, c'est-à-dire qu'on leur dit voilà, c'est fini pour vous le foyer, mais vous allez avoir un super appartement. Et effectivement, il est bien, il est tout à fait propre et correct, mais il n'y a pas de meubles dedans. Donc la première nuit, ils dorment par terre. Et heureusement qu'il y a le commissaire pour leur trouver déjà des matelas pour que la deuxième nuit soit un peu plus confortable. Bon, ça c'est un dysfonctionnement que je trouve très regrettable. Un autre exemple... C'est dû à quoi, ce dysfonctionnement? Je veux dire, mettre à disposition un logement, c'est une chose. Mettre un minimum de meubles, est-ce que ça veut dire que ce n'est pas les mêmes services, ce n'est pas le même fonctionnaire, ce n'est pas le même horaire? C'est quoi le dysfonctionnement? Mais je ne sais pas, je ne saurais pas vous l'expliquer, hein. C'est l'administration, elle a fini son travail ici, elle passe le relais, je ne sais pas, je ne sais pas expliquer ça. Je ne saurais pas expliquer l'autre exemple que je voulais vous donner d'une personne qui est arrivée ici parce qu'elle était gravement menacée. On l'a accueillie en accueil familial puisqu'il n'y avait pas d'hébergement d'urgence. Elle est logée gratuitement par une personne qui est absente pour de longs mois, donc qui peut utiliser son appartement sans problème. Mais maintenant, on lui a trouvé un hébergement d'urgence à 3 heures de route d'ici. Donc, il faut recommencer à zéro. Alors qu'elle commence à s'intégrer, ses enfants vont à l'école, on repart à zéro. Donc, il n'y a pas d'urgence maintenant. Par contre, il y a des gens dans la rue et eux n'ont pas d'hébergement d'urgence. Ce sont les mêmes qui organisent l'hébergement et l'ameublement? Ah non, pas du tout, non. L'hébergement, ça relève de l'État. C'est le même problème. Oui, enfin, c'est un problème de dysfonctionnement, de non-suivi du dossier d'un bout à l'autre, non prise en considération de l'évolution de la situation. Une personne peut arriver, être en situation d'urgence et puis sa situation se règle parce que des associations ou des citoyens ont pris le relais et ça, on ne le prend pas en compte. Vous, en tant que présidente d'association, en l'occurrence ici, comité d'aide humanitaire au peuple syrien, Dominique Kambianica, vous êtes en contact avec les décideurs, les administrations, peut-être sans doute les élus. Vous avez des réponses claires, précises en face? Des réponses claires, non. De toute façon, notre rôle est un rôle d'association avec des bénévoles, des citoyens qui apportent un complément. J'ai envie de dire un supplément d'âme à l'administration, mais c'est très difficile. C'est plus un complément, c'est que vous supplez. On supplée, mais on essaie aussi de travailler en partenariat. C'est-à-dire que petit à petit, on crée des liens avec justement ces institutions qui nous paraissent déshumanisées et on essaie de faire adopter un autre point de vue que le numéro de dossier. Dominique Kambianica, on entend parfois dire que au lieu de s'occuper des gens qui viennent en France, on ferait mieux de s'occuper des Français en France et qui vivent dans une situation parfois et souvent d'ailleurs qui peut vivre également dans une situation réellement précaire. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ce genre d'argument ou de critique? Ouais, c'est un argument qui, moi, je trouve irrecevable parce que l'un n'empêche pas l'autre, d'abord. C'est la synergie de la conscience citoyenne qui fait qu'on peut avancer.
Il n'y a pas beaucoup de Français de souche, comme on dit, hein. Il suffit de lire quelques enquêtes qui ont été faites sur le sujet. Moi-même, je m'appelle Kambianika, ça veut tout dire. Donc voilà, la planète est à tout le monde. Les frontières, ce sont des inventions humaines, elles sont faites pour être franchies. En même temps, les frontières protègent, définissent... Oui, elles protègent, c'est exactement ce qu'il faut dire. Elles protègent les Syriens qui arrivent jusqu'à nous. Comment vous voyez la suite de l'évolution J'imagine qu'une association comme la vôtre, comme le comité d'aide humanitaire au peuple syrien, a vocation, on peut l'espérer, à disparaître. Ah oui, nous avons vraiment vocation à disparaître. D'ailleurs, nous ne pensions pas exister aussi longtemps, malheureusement, hein. Nous nous sommes créés d'une manière contingente et nous espérions disparaître rapidement. Maintenant, je pense qu'on va se transformer. J'espère qu'on deviendra simplement une association de liens culturels avec la Syrie. Merci Dominique Kambianika. Je rappelle que vous êtes la présidente du comité d'aide humanitaire au peuple syrien qui a son siège à Metz. Pour en savoir plus, rendez-vous sur COM pour comité, SYR pour Syrien et 57 pour le département de la Moselle, ce qui donne www.comsyr57.org. Vous avez pu écouter dans l'ordre Qui est responsable par le libertaire François Béranger, paru sur l'album Participe présent, sorti en 33 tours en 1978, réédité en CD en 1999. Setin Dakhikha, pardon pour l'accent, 60 minutes de vie par la Syrienne Assala Nasri, paru sur l'album éponyme sorti en 2015. Et enfin, On écrit sur les murs par le groupe français Kids United, dont la Mosellane Erza, formée en 2015, à l'origine pour une campagne de l'UNICEF France, paru sur l'album Un monde meilleur, sorti la même année. À la technique et au montage Véronique Olivier, vous pouvez réécouter cette émission dès la semaine qui suit sa première diffusion sur le site www.durablementvôtre.fr.